Alors, le sujet du jour concerne les enfants dits précoces ou les enfants pas forcément diagnostiqués, hein, mais qu'on peut percevoir comme précoces parce que raisonnement très mature depuis le plus jeune âge. On a une génération d'enfants qui arrive et qui est quand même beaucoup comme ça, donc il va falloir qu'on s'y attende aussi. Et en même temps, ça nous demande à nous, en tant que parents, un ajustement qui va se complémenter. Ce sujet va rejoindre aussi un sujet autour de la pédagogie dite positive sur l'attitude en fait de l'adulte par rapport à l'enfant. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Pédagogie de cohérence où justement je parle déjà pas mal de ce sujet-là. Et puis là, dans la même journée, le sujet est remonté et du coup je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un petit point là-dessus. Aujourd'hui, on a des enfants qui dès 2 ans en fait commencent à avoir parfois des réflexions. Alors je mets des gros guillemets à ce mot-là parce qu'en fait cérébralement c'est pas possible parce que leur cerveau, le cortex préfrontal, qui est celui vraiment du raisonnement, n'est pas encore mature puisqu'il sera mature jusqu'à 7 ans. Donc ce que je dis souvent, c'est que effectivement on a un développement des enfants avec une intellectuelle très rapide, beaucoup plus tôt qu'avant, mais dans la matière de notre cerveau, il y a encore des trucs qui prennent du temps. Donc en fait, on a l'illusion que l'enfant raisonne. Pourquoi ? Parce qu'il est dans une observation très 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 intense de ce que font les adultes et il essaye d'en faire de même, comme il fait avec sa motricité, sauf que, étant donné qu'il est plus dans sa tête que dans son corps, eh bien, il va imiter le comportement psychologique, on va dire. Donc l'écueil de ça, c'est qu'on se retrouve en tant que parent avec un enfant qui a 3 ans va commencer à nous donner l'illusion qu'on peut lui expliquer certains concepts, certaines choses, comme si on voulait lui donner en fait les raisons pour lesquelles on agit en tant qu'adulte. Non. Alors, je ne suis pas pour dire comment l'adulte sait et l'enfant ne sait pas, mais quand même, hein, on est d'accord que vous avez quelques années d'expérience de plus que lui et que par conséquent, c'est vous qui savez. Ça, c'est sûr, ça, c'est certain. Vous savez plus que lui, ça, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Mais après, c'est pas, encore une fois, et je vous invite à écouter cette vidéo sur la pédagogie de cohérence, l'idée, c'est pas d'être au-dessus de son enfant et de dire « moi, je sais, toi, tu te tais ». Mais c'est vraiment d'arriver à trouver un juste milieu. Pourquoi ? Parce que si l'adulte passe son temps à se justifier ou à s'expliquer, en réalité, ce qu'il crée chez l'enfant, c'est de l'insécurité. Désolé. En fait, au lieu de créer un lien avec votre enfant, ce qui se produit, c'est que l'équilibre parent-enfant est déséquilibré. Pour un équilibre, c'est pas évident. Ce que je veux dire par là, c'est que le parent est le référent. Et si je place mon enfant en fait au même niveau que moi, au niveau de l'explication, eh bien forcément, je mets tout le monde sur la même étagère. Sauf qu'en réalité, non, ça reste un enfant. Donc à son niveau, en fait, on peut expliquer certaines choses, mais il ne faut pas rentrer dans des grandes justifications, dans des grandes explications. Je vois, ça m'arrive dans la rue, dans des magasins, dans des situations annexes ou avec des gens que je connais, de voir en fait des parents avec un enfant de 3 ans et de lui donner une explication qui dure, somme toute, très très long pour un enfant de 3 ans vu son attention. Et surtout, en fait, l'enfant, il n'est pas là-dedans, quoi, en fait. Il n'est pas dans le « oui, alors je t'explique, tu vois, on ne fait pas comme ça, parce que ça, c'est irrespectueux, il faut... » Et alors, je peux expliquer à mon enfant et dire « bah non, ça, c'est pas correct, tu dis pas ça ou tu fais pas ça. » Mais j'ai peut-être pas besoin d'expliquer tu fais pas ça parce que c'est une personne âgée, parce que nanana, parce que nanana. Voilà, il faut vraiment trouver ce juste milieu dans l'accompagnement de l'enfant. Parce que parfois un non c'est un non et en tant que parent c'est bien de l'assumer aussi parce que parfois non c'est non. Il y aura des fois où ce sera un non parce que là je prends la décision en tant qu'adulte que c'est non en fait. Alors
c'est quelque chose que je dis aussi dans l'autre vidéo et je le rappelle, choisissez vos noms. Ça, c'est certain. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être non plus tout le temps en non avec son enfant parce que sinon, il n'y a plus de marge en fait. Et il va rentrer dans une frustration permanente. D'ailleurs, et c'était un peu le sujet hier concernant un petit loulou qui est à la crèche et qui vit certainement beaucoup de frustration parce qu'à la crèche, il y a d'autres enfants, il y a évidemment des adultes qui mettent des règles qui sont quand même très précises, des règles sociales qui ne sont pas toujours faciles pour un enfant de 2 ans et demi, puisqu'en fait, même de 2 ans, s'il arrive de chez ses parents, s'il est fils unique, il a un peu fait, entre guillemets, ce qu'il voulait, et puis d'un coup, tout se passe différemment. Donc ça, il faut l'entendre, il faut le comprendre, et puis surtout, il faut se rendre compte que quand il rentre, vous ne savez pas ce qui s'est passé dans la journée. Vous avez un petit détail, parce que la TSEM, elle vous a expliqué, mais en réalité, vous ne connaissez pas ce que l'enfant a vécu tout au long de la journée. Et c'est vrai que vous pouvez avoir l'impression qu'il part un petit peu dans des colères facilement à la maison, parce qu'en fait, la maison est son espace de liberté et que quand vous rentrez, de nouveau, il y a des règles, etc. etc. Donc je ne dis pas qu'il faut du coup passer dans le laxisme, c'est-à-dire tout laisser faire et puis ne rien dire. Non, je ne dis pas ça, mais simplement aussi comprendre qu'il faut être aussi un peu souple sur ces journées où l'enfant revient de la crèche et où il a besoin de trouver un petit espace de liberté, etc. Donc, dans ces cas-là, il ne faut pas passer dans la négociation. C'est là où c'est très subtil. Et puis, l'éducation, ce n'est pas quelque chose de simple. Hein. Si c'était simple, ça se saurait. Hein. Il n'y aurait pas autant de bouquins écrits sur le sujet et on n'en parlerait pas autant. Éduquer un enfant, c'est aussi complexe que éduquer un chien, pardon pour la comparaison. Mais en réalité, la différence, c'est qu'éduquer un enfant, ça va durer 18 ans. Je dis éduquer, et élever, parce qu'il faut l'élever aussi. Il faut le mener plus haut. Hein. Donc ça va prendre vachement de temps et avec des dents de scie. Des moments où on sera au creux de la vague où tout ira bien, et puis des moments où on repart en pic, etc. Parce que, évidemment, vous, à votre âge, vous évoluez de façon beaucoup plus lente, mais l'enfant, lui, il fait une progression très, très, très rapide en très peu de temps. Donc, la négociation, c'est pas une bonne chose parce que vous allez vous retrouver très rapidement avec un enfant de 5-6 ans qui va tout négocier. Parce qu'il va vous imiter, c'est simplement ça. C'est-à-dire que ce que vous observez chez votre enfant, posez-vous la question de qu'est-ce que vous faites, vous, qui pourrait justifier que lui le fasse. Donc la négociation, c'est pas constant, c'est pas si tu fais ça, alors il y aura ça, etc. C'est pas bon, c'est pas une bonne chose. Parce que en réalité, il y a des comportements qui n'ont pas à être négociables. Voilà, c'est comme ça. Je veux dire, alors je suis pas, je n'ai jamais en fait imposé au cabinet, par exemple, qu'un enfant me dise bonjour, ou me fasse la bise, etc. C'est pas moi de le faire. Alors me fasse la bise, certainement pas, et à ma fille non plus d'ailleurs. Je l'ai jamais imposé, mais dire bonjour, oui. Ah oui, bonjour, au revoir, c'est les bases en fait quand même de la vie en société. Merci, s'il te plaît. Des choses qui vous paraissent importantes pour vous aussi et qui ne le sont pas forcément pour d'autres. Mais il faut savoir quand même que votre enfant va se retrouver dans des situations où ça peut être mal vu alors, on s'en fout un peu, mais c'est pas confortable pour lui en fait, et ça ne le sera pas plus tard, c'est surtout ça, s'il ne fait pas certaines choses. Et je ne suis pas du tout dans la pédagogie dite positive comme elle a été mal comprise. Je suis vraiment dans cet accompagnement en fait, de l'enfant et dans la création de sa sécurité. Je pense qu'un parent, et je le dis souvent, les parents sont les barrières du pont sur lequel l'enfant chemine et traverse en fait, de l'enfance à l'âge adulte. Et les barrières du pont vont s'élargir
s'élargir au fur et à mesure de l'âge de l'enfant, en fait. C'est comme la sécurité. Vous n'allez pas laisser votre enfant faire des choses qui vous paraissent dangereuses à un âge où il n'est pas en capacité de le maîtriser. De la même façon que vous allez voir votre enfant de 18 mois, vous avez l'impression qu'il est inconscient parce qu'en fait, il prend des risques. Ce qui est tout à fait normal, puisqu'il n'a aucune notion du danger. C'est quelque chose qui va arriver plus tard, sur les coups de 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, où là, vraiment, il y a une prise de conscience de « je peux me faire mal etc. » Mais très souvent aussi en lien avec comment les parents réagissent. Alors, moi, je peux, sans complexe, j'étais une maman très inquiète que ma fille se fasse mal, et j'en ai fait une petite fille qui avait peur de beaucoup de choses, jusqu'au jour où j'ai lâché en fait cette crainte et que je me suis dit bon bah de toute façon hein, voilà. Et puis elle a commencé effectivement à être beaucoup plus audacieuse, à faire des choses qui lui paraissaient, alors évidemment avec un passif de petite fille pas timorée, mais en tout cas craintive, donc certainement moins qu'un autre enfant, mais en tout cas moi j'avais travaillé sur moi pour justement libérer cette peur, puisque c'était ma peur, c'est celle qui m'appartenait à moi, et en fait j'étais tout le temps oh là là fais attention, etc., alors qu'en réalité il se passait rien de spécial, donc mais en même temps c'était ce qui était juste pour moi à ce moment-là. Donc ici, quand les parents viennent me voir, aujourd'hui, j'ai un petit peu changé ma façon de travailler quand les parents en fait, prennent rendez-vous pour l'enfant pour la première fois. Je prends le temps de savoir pourquoi ils m'amènent l'enfant. Et suivant les sujets et suivant l'âge, en fait, je préfère voir les parents d'abord, et les deux en même temps, même s'ils sont séparés, pour faire un point sur exactement quelle est la situation, quelle est leur vision. Alors pour plusieurs raisons. D'abord d'une, parce que parfois ce rendez-vous suffit. Et je n'ai pas besoin de voir l'enfant. Je vais donner des explications, je vais montrer, je vais envoyer sur mes petites vidéos sur certaines choses, etc. On va beaucoup discuter de ce qui est en place. Et ici, il n'y a pas de jugement. C'est-à-dire que j'ai entendu un peu de tout. Et il n'y a pas de jugement. Je ne dis pas que j'ai la vérité. J'ai une version de certaines situations. Et en général, quand même, les parents qui appliquent mes conseils sont plutôt satisfaits du résultat. Donc a priori, je ne me trompe pas trop, même si je me remets en question, bien évidemment. Et donc ce rendez-vous permet aussi d'éviter que l'enfant entende son histoire, notamment sur les enfants qui ont des difficultés, quelles qu'elles soient, entendent leur histoire. Il y a des enfants chez qui ça les met en situation très inconfortable, parce que je peux comprendre, hein, parler de quelqu'un à la troisième personne alors qu'il est présent, imaginez pour vous, ça ne serait pas très confortable. Bien pour l'enfant, c'est pareil. Donc ce rendez-vous-là permet vraiment de faire un point, et puis de voir et de dire, ok, on met les choses à plat, là, bah oui, effectivement, ça serait peut-être bien que je le voie, ou au contraire, non, je pense pas. Je pense que c'est juste un ajustement. Parfois, les parents ont aussi besoin de se rassurer, de voir que ce qu'ils font, c'est bien. J'ai accompagné il n'y a pas longtemps une maman sur le sommeil de sa fille. Et c'est vrai que le fait d'être accompagnée, alors je l'ai vue, la petite, mais pour le coup, elle avait 6 mois, donc c'est un peu différent. Mais le fait d'être accompagnée, de valider aussi en fait l'intuition, les choix de la maman, ça lui a permis de reprendre confiance en elle et en fait de modifier complètement la situation qui était en train de se mettre en place avec sa fille, qui commençait à montrer de l'insécurité, à se réattacher très très fortement à des situations d'endormissement compliquées, alors qu'en réalité, elle en avait pas, il n'y avait pas de raison particulière qui pouvait justifier ça. Donc voilà, donc ici il n'y a pas de jugement, c'est ce que je voulais dire au départ. On écoute ce que les gens amènent. J'amène aussi moi je vais appeler ça des conseils, mais en tout cas un autre regard, et puis voir comment ça se passe en fait après. Donc tout ça pour dire que, et on était sur le sujet des enfants précoces, ou en tout cas des enfants intellectuellement très matures, vous avez aussi des enfants qui sont tellement matures très tôt
qu'en fait, on a l'impression que ce ne sont pas des enfants. Que ce sont des petits adultes. Et ils vont évidemment nous bousculer dans nos croyances d'adultes, justement, sur le fait de ce fameux raisonnement, en fait. Et alors c'est vrai qu'il y a des enfants qui vont trouver ridicule de sauter dans les flaques, on en parlait hier avec une maman, qui vont trouver que voilà, il y a des choses qui sont futiles, que ne voient pas l'intérêt de faire. Bon, voilà. C'est ce qui est important en fait là-dedans. C'est pas tant de vouloir changer l'enfant. Ok, s'il est dans cette démarche, on va pas le pousser à sauter dans les flaques si vraiment c'est pas quelque chose qui lui donne de l'intérêt. Mais en même temps, si je suis un adulte et que je saute dans les flaques à côté de mon enfant et que je rigole, il y a de fortes chances quand même que soit voilà, la première fois il se dit mais qu'est-ce qu'elle fait maman, mais qu'il y ait une envie de tester. Et c'est là où notre rôle de parent il est essentiel. C'est-à-dire que vraiment, nos enfants nous scrutent, nous observent. Et si on voit des comportements que l'on trouve peut-être un peu décalés, peut-être pas adaptés, eh bien, remettons-nous, nous, adultes, en question en disant, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que mon enfant tape? Pourquoi est-ce que mon enfant crie? Pourquoi, etc. Qu'est-ce que moi je fais? Parce que très souvent, malgré tout, alors pas forcément sur les enfants qui tapent, ça peut être pour plein de raisons, mais et pas forcément parce que le parent tape, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais quand même, il peut y avoir des situations où l'enfant crie parce que moi j'ai tendance à lever la voix et je m'en rends pas compte. Et le fait de le voir chez mon enfant, ça peut aussi me faire prendre conscience de ça. Donc notre rôle de parent, il est d'accompagner, d'observer, d'accompagner aussi ces fluctuations et ces évolutions, et donc de se réajuster en permanence, et c'est à nous de le faire, c'est pas à l'enfant. En revanche, c'est à nous aussi de remettre les choses à leur place, parce que l'enfant, il va avoir des pics de liberté ou d'envie de liberté, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs, et ça va être à nous de remettre les limites à leur place. Donc il faut toujours ajuster, comme je disais tout à l'heure, par rapport à l'âge, eh bien, les limites elles vont changer par rapport au petit frère, au grand frère ou à la grande sœur, à la petite sœur aussi. Et de bien marquer justement voilà, les différences d'âge. Un enfant qui a 6 ans ne va pas faire la même chose qu'un enfant qui a 4 ans. Et on ne va pas lui demander la même chose en fait. Et c'est important de respecter aussi cet âge-là. C'est-à-dire qu'à 6 ans, l'enfant va pouvoir débarrasser la table ou au moins porter les couverts, voilà. Et l'enfant de 4 ans, lui, par exemple, peut porter la panière, des choses beaucoup moins lourdes. Et à la réflexion du grand frère ou de la grande sœur de 6 ans ou plus, qui dit « Ah, mais il en fait moins que moi », mais c'est normal, en fait, parce que tu es plus grand. Et j'en fais plus que toi, parce que moi, je suis plus grande et que je suis le parent. Et ça, c'est normal, en fait. C'est dans la logique des choses. Et c'est ça, notre rôle de parent. C'est vraiment ça. C'est pas de créer, en fait, une relation... j'allais dire d'amitié avec notre enfant. Oui, on peut avoir une relation de complicité où on va avoir des moments de jeu, des moments de rire, etc. Mais le rôle principal, c'est quand même d'amener en fait les normes, les règles. Alors oui, c'est pas toujours très drôle, ça je veux bien l'entendre, et des fois on aimerait que ce soit plus simple, mais montrer à notre enfant tout ce qui va être autour des règles de l'alimentation, manger avec lui, pour lui proposer une variété d'aliments, pour voir que moi aussi je mange des choses différentes, etc. Les règles, c'est-à-dire... quand on mange, on joue pas. C'est pas tu manges, tu joues, tu manges, tu joues. Non, c'est le repas. Donc on mange. Ça n'empêche pas que si on est dans un restaurant, d'avoir anticipé et d'avoir pris des crayons de couleur ou des feuilles ou des petits jeux pour l'attente, parce que ça c'est différent. Mais à la maison, le repas, c'est le repas.
pour que l'enfant puisse vraiment aussi dissocier, comprendre et avoir les mêmes référents qu'il va avoir à un moment donné en société, que ce soit à la crèche, à l'école, s'il va à l'école, voilà, il va se retrouver confronté à des situations qui sont, j'allais dire, obligatoires. Si tout le monde faisait tout ce qu'ils veulent, si tout le monde faisait tout ce qu'il veut dans les lieux publics, ça serait le chaos. Et personne n'a envie de vivre dans le chaos, en fait. Personne n'a envie d'avoir dans un métro tous les enfants qui hurlent, qui font pipi par terre. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est un peu l'idée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des règles. Alors, oui, bien sûr qu'on peut les assouplir, etc. Mais malgré tout, si on veut que notre enfant vive aussi dans un monde où il n'est pas justement stigmatisé, eh bien c'est à nous en tant que parents de les donner, qu'il soit précoce ou pas, qu'il ait des réflexions ou pas. Pensez quand même que émotionnellement, votre enfant, il a besoin de maturer. Et c'est pas les petites cartes qui disent ça, ce que tu ressens, c'est une émotion, et ça s'appelle comme ça, parce que finalement, ce qu'on demande, c'est que des enfants de 3 ans mettent des mots sur des ressentis. Même moi, des fois, j'ai du mal à savoir exactement ce que je ressens comme émotion. Alors, à 3 ans, je me pose bien la question de savoir comment il peut faire. Alors oui, on a un petit bonhomme qui sourit, un petit bonhomme qui sourit pas, un bonhomme qui pleure, etc., etc. Mais en même temps, c'est quoi le plus important? Est-ce que c'est de mettre un mot sur cette émotion, ou est-ce que c'est que l'émotion soit accueillie par l'adulte? Tout simplement. Peu importe, enfin, entre guillemets, le pourquoi sur le moment. Ce qui est important, c'est d'accueillir en fait l'émotion de son enfant, ce que son enfant sente que, eh bien, il est contenu et que effectivement, il peut exprimer son émotion, quelle qu'elle soit. Et puis, effectivement, quand ce sont des émotions qui se manifestent avec exubérance, comme de la colère, des cris, etc., eh bien, ça va dépendre vraiment de l'enfant. Il y en a qui auront besoin d'être contenus, il y en a qui auront besoin d'être, entre guillemets, seuls pour arriver à redescendre, tout en sachant que vous n'êtes pas loin. Ce n'est pas une histoire d'isoler l'enfant dans sa chambre, etc. Et il y a des comportements qui ne sont pas acceptables. Quand un enfant se met en colère, il n'a pas à taper, que ce soit sa mère, son père, sa sœur, son frère, le chien, j'en sais rien, et même un coussin. Pourquoi? Parce que si je tape un coussin, pourquoi je ne taperais pas sur quelqu'un, finalement? Et c'est bien que là, il y a quelque chose de beaucoup plus important qu'il faut aller observer. Qu'est-ce qui a pu engendrer un tel comportement? Et les enfants qui sont beaucoup dans leur tête ont du mal à avoir accès à justement l'expression de leurs émotions, et rationaliser cette émotion, ça va encore plus compliquer la situation. Et dans ces cas-là, il vaut mieux juste accueillir et ne pas chercher à mettre des mots, mais simplement lui dire tu as besoin de pleurer, pleure, tu as besoin de crier, crie. Parce que là, sur le moment, il y a un besoin et il doit être entendu. Ensuite, nous, en tant qu'adultes, on pourra se dire, ok, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que ça s'est déclenché? Alors, est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est parce que j'ai dit non? Et à ce moment-là, si mon enfant réagit à mon non avec d'une façon aussi véhémente, c'est peut-être bien que je ne l'ai pas habitué, en fait, à lui dire non sur certaines situations, et qu'il doit comprendre que tout n'est pas possible, en fait. Et que je dois continuer en fait à lui dire. Alors peut-être avec justement d'une autre façon progressive, plutôt que d'arriver dans la situation où là c'est non. Je donne un exemple. Si j'ai un enfant qui fait quelque chose, moi j'en ai vu des tout petits qui vous regardent en faisant la bêtise et qui attendent en fait de voir jusqu'où sont les limites. Si vous savez déjà que ce comportement n'est pas acceptable ou est dangereux, etc., eh bien il faut, plutôt que de se confronter à l'enfant et d'aller le voir en disant « non, tu fais pas ça », détourner son attention. Emmenez-le faire autre chose. Et à ce moment-là, vous ne vous retrouverez pas dans la situation du conflit. Vous vous retrouvez dans la situation de pouf, on bifurque.
Parce que en réalité, c'est juste... alors, il peut y avoir un peu de provocation. Là, je citais un exemple où il y avait de la provocation. Évidemment, on est sur un âge plus avancé. Hein. À 2 ans, il n'y a pas de provocation encore. Hein. Enfin, en général. Mais le fait de détourner l'attention, ça va vous éviter, en fait, une situation de « non, ne fais pas ça ». Je reprends l'histoire du chien, pardon, mais en ayant eu un chien, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de situations où j'avais l'impression d'être une maman avec un enfant, en fait. Et c'est vrai qu'en réalité, il y avait une forme de jeu. Hein. Le chien ne faisait pas la différence entre mon non et mon oui. C'est un mot. Le chien, il comprend. Le mien en comprenait, paraît-il, plus de 250 et il était loin d'être bête. Mais par moments, en fait, ce que je ressentais, c'est que mon attention était source d'intérêt pour lui. Et que, en réalité, que je dise non, que je dise oui, ce qui était important, c'est que je m'occupe de lui. Donc, il était possible, ou il est possible, que quand votre enfant fait quelque chose où il sait très bien qu'il n'a pas droit de le faire, ou que ce n'est pas... C'est parce qu'il cherche votre attention. Donc, détourner son attention en faisant autre chose va lui donner ce qu'il veut, votre attention. Et ça vous évitera de rentrer dans le conflit et dans le non qui va finir par une frustration et une colère, puisque finalement, la colère, ça sera juste l'expression d'une émotion et qui sera celle de, en fait, ce que je voulais, c'est que tu t'occupes de moi et tu t'es pas occupé de moi. Et non, il ne ressent pas de la colère. C'est sa façon d'exprimer sa frustration. Et c'est là où, en fait, ça va être difficile de mettre un mot dessus parce que c'est un truc un peu mélangé. Et quand on sait comment c'est le bordel dans les émotions, pardon pour le mot, eh bien, c'est pas la peine de chercher trop midi à 14h parce que c'est pas au travers des mots qu'on soulage nos émotions. Enfin, si vous y réfléchissez pour vous, est-ce que ça vous parle ? Je vous invite à laisser un petit commentaire sous la vidéo et je vous souhaite à tous, puisqu'on est en début d'année 2023, eh bien une bonne année et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.